merci à l'Institut pour cette invitation. Et, merci à vous d'être là. Donc je vous parlerai d'un sujet qui m'intéresse depuis que je travaille dans le monde des jardins, en fait, depuis pas mal d'années du coup. Travaillé en tant qu'historien des jardins, donc au département des Hauts-de-Seine. Je travaille à la gestion des jardins historiques. Je fais des études historiques, mais toujours avec une question qui était de plus en plus présente dans mon esprit. Pas tellement pourquoi on fait des jardins, mais qu'est-ce qu'on cherche dans les jardins? Qu'est-ce qui nous amène, qu'est-ce qui nous pousse vers les jardins? Le jardin accompagne l'histoire de l'humanité depuis la plus haute antiquité, on le sait bien, depuis l'Égypte, la Perse, etc. Et ça représente un moment important de la civilisation. Depuis toujours, les jardins incarnent des visions du monde, des cosmologies, de visions politiques, des visions de la société, des visions de l'homme, des visions de la place de l'homme dans la nature, qui changent, bien sûr, au fil des siècles, en fonction des époques, en fonction des sociétés, qui adressent donc une demande spécifique au jardin, qui peut paraître paradoxale, puisque le jardin, c'est bien sûr une création humaine. La nature ne prévoit pas de jardin, et pourrait très bien exister sans les jardins. C'est nous qui avons besoin des jardins. Donc, quelle est la place des jardins dans la civilisation humaine, en fait? Et la question qui m'intéresse encore plus, c'est quelle est la place du jardin aujourd'hui, dans notre époque? Quel rôle on peut attribuer au jardin? À quelle demande les jardins tentent de répondre? Là, je vous passe toute la partie, disons, un peu plus théorique sur la question que j'évoque. Je préférais plutôt vous parler des jardins, vous présenter des jardins dont je parle dans mon dernier livre. Ce ne sont pas vraiment des descriptions des jardins, c'est plutôt une promenade à travers quelques jardins. Ici, évidemment, comme on n'a qu'une petite heure, j'ai été obligé de restreindre un peu le nombre de sites. Donc je vais vous parler de plus 3 ou 4 jardins qui me semblent apporter des réponses possibles à cette question. Quelle est la place du jardin? Encore une fois, je répète, quelle est la place du jardin dans notre époque, dans la modernité? Donc, et je commencerai avec un jardin. Je suis désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu parler de ce jardin, parce que j'en parle à chaque fois presque que je fais des interventions sur les jardins, parce que c'est un jardin qui a beaucoup compté pour moi, qui compte encore aujourd'hui beaucoup, même si je n'y travaille plus. C'est le jardin donc, de l'Île Verte. C'est un jardin qui se trouve à Châtenay-Malabry, donc pas très loin de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine, et qui, voilà, donc ça c'est le jardin. C'est un jardin dans lequel je commençais à travailler en 2003, quand je suis arrivé au département des Hauts-de-Seine. On m'a confié comme première mission, à mon arrivée, de travailler sur ce jardin, sur ces lieux qui venaient d'être achetés par le département. C'est une petite propriété d'1,5 hectare, qui se trouve toujours évidemment en bordure du parc départemental de la Vallée aux Loups, donc à Châtenay-Malabry. Le département avait un droit de préemption sur ces lieux, donc il a acheté, mais il fallait comprendre son histoire, son caractère, et réfléchir aussi à un type de gestion pour un jardin, comme vous le voyez, assez particulier. En plus, on m'avait dit, alors vous allez voir, c'est un petit jardin assez joli, c'est un jardin du 19e siècle, assez romantique, qui a été replanté dans les années 80 par une dame qui connaît très bien les rosiers, qui aimait les rosiers. Donc je m'attendais à un petit jardin de roses bien gentil. Donc pas du tout à ça, pas du tout à ce choc qui a été ma première visite dans un jardin qui ne ressemblait à aucun autre jardin. Et c'est bien entendu ça que depuis je cherche dans un jardin, finalement, le côté le plus singulier, un côté unique. Ça, vous allez voir dans les quelques images que je vous montre, c'est un jardin absolument singulier. Pas seulement dans la conception, pas seulement dans la manière dont il a été planté et replanté au fil du temps, mais aussi dans la manière dont on peut y jardiner, ce qui représente d'ailleurs une grande difficulté, ce qui a été pour moi une grande difficulté de voir comment l'entretenir, un jardin de ce type-là. Donc c'est un jardin du 19e siècle, c'est un jardin d'artistes qui a été habité par des artistes, des poètes. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de chaque jardin, parce que bon, ce serait évidemment un sujet à part. Juste quelques éléments que je peux vous donner. Donc un jardin d'artistes, notamment le peintre Jean Fautrier y a habité de 1945 à 64. Il est mort ici à l'Île Verte. Et c'est vraiment un jardin, finalement, quand on regarde la structure du jardin, c'est un jardin de villégiature, comme il y en avait beaucoup dans la région parisienne, qui appartenait souvent à des Parisiens, qui passaient les vacances et les week-ends pas trop loin de la capitale. Et donc un jardin d'artistes. Mais vous allez voir, je vais vous montrer quelques images pour vous donner quelques éléments. Donc ça c'est la maison, un peu plus. Là vous voyez la différence entre les deux images. Là c'est en 2003, quand le département a acheté le jardin. Quelques années après, la maison commence à être un peu plus normalisée, on commence à tailler un peu plus. C'est vraiment pas facile de gérer, de maintenir un jardin qui a l'air d'être complètement abandonné
de l'entretenir, quoi, d'arriver à une sorte de maîtrise de l'abandon, ce qui est évidemment paradoxal et absolument pas possible. Comme notre image, c'est assez bucolique. On est vraiment dans l'art des jardins anglais. Là, il y a tout l'héritage du Wild Garden de William Robinson, de Jardin Arts and Crafts, de Gertrude Jekyll. Mais c'est assez radical finalement, hein, parce que vous voyez, il y a un mélange de plantes. Là, vous voyez des rosiers, c'est un tunnel de rosiers. En fait, c'est juste un berceau de rosiers lianes qui poussent. Les rosiers sont très bien choisis. Effectivement, cette dame qui s'appelle toujours Françoise Mathieu, connaissait très bien les plantes. Mais il y a aussi la présence, vous le voyez, de plantes sauvages qui sont laissées vraiment conquérir tous les espaces qu'ils peuvent trouver là. Bon, là où il y a un petit étang à l'entrée de la propriété. Voilà encore une image qui me paraît assez... vous voyez, cette espèce de fouillis, cette espèce d'étagement de masse de rosiers. Là derrière, il y a un bambou. Photo, malheureusement, la reproduction n'est pas très très belle. Mais évidemment, je vous invite à aller voir ce jardin. Je pense qu'à chaque fois qu'on parle de jardin, c'est implicitement une invitation à aller voir les lieux. C'est vraiment, il faut aller voir les jardins. On peut parler beaucoup de ces jardins, mais c'est les lieux eux-mêmes qui ont des choses à raconter. Voilà, des masses de rosiers, des étagements là aussi de rosiers. Là, on voit très bien dans cette image que le jardin, je ne sais pas si vous arrivez à lire quelque chose, mais bon, c'est l'étang qui est à l'entrée de ce jardin. On a le sentiment que c'est une espèce de fouillis d'un jardin abandonné. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu quand je suis arrivé la première fois, en 2003. Et en réalité, quand on regarde bien, c'est un jardin assez bien composé. Donc il y a un jardin et il y a du jardinage derrière tout ça. Et c'est là que je rends hommage à Françoise Mathieu, qui est devenue depuis une amie et qui m'a raconté sa manière de travailler, de jardiner, comment il a conçu ce jardin qu'il a replanté complètement, hein, dans les années 80, comme je vous le disais. Là, vous voyez que c'est assez composé. Là, vous avez un étang, vous avez la bordure de l'étang, puis vous avez un premier niveau de plantes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les fleurs jaunes de l'Isimac apunctata. Derrière, il y a une haie de charme, une petite charmille plus ou moins taillée, et puis voilà le fouillis végétal qui recommence. Il y a vraiment du jardinage. J'ai vraiment appris, j'ai l'impression que ce jardin était mon école. J'ai l'impression d'avoir appris, même si je pense que je n'arriverai jamais à le traduire vraiment dans des mots, qu'est-ce que c'est qu'un jardin et comment jardiner pour obtenir des résultats aussi sûrs. Mais bon, la difficulté après, c'était comment, avec les jardiniers, arriver à ça, à maintenir le jardin dans cet état. Et effectivement, aujourd'hui, le jardin, malheureusement, a perdu en grande partie son charme, parce que c'est un jardin un peu fou, quoi. C'est un jardin hors norme, vous l'avez compris, parfaitement singulier, que je vous le disais, et qui demande une approche, une manière de jardinier, une manière de le regarder et de travailler complètement singulière et hors norme. Donc ça, c'est le temps, encore une fois. Il faut savoir que dans les années 70, ce jardin a été repris en main par un promoteur immobilier qui a tout rasé. Du temps de Jean Fautrier, l'artiste dont je vous parlais, le jardin avait déjà ce côté foisonnant, un peu sauvage. Dans les années 70, un promoteur immobilier l'a acheté, il a tout rasé, il a installé ses statues. Ceux qui se connaissent en statue ont compris que c'est vraiment de la pacotille, en fait. C'est pas du jeu de statue baroque, un peu bricomarché, voilà, un peu ce style-là. Mais Françoise Mathieu a eu la finesse, un peu l'intelligence de garder certains statues, de le laisser un peu ensauvager, comme ça. Là c'est pas assez ensauvagé à mon goût, parce qu'en fait, il faut qu'on voit davantage les fougères, les iris, et ça, et pour créer ces effets un peu mystérieux. Voilà, c'est un type de jardinage particulier qui consiste non pas à imposer un ordre sous un jardin, mais plutôt à laisser apparaître. Donc à travailler, à introduire des plantes dans un jardin, mais aussi à savoir regarder, à savoir écouter, à savoir comprendre l'esprit du lieu, justement, et pour laisser apparaître ce que la nature peut produire, la manière dont la nature peut s'exprimer dans ce lieu particulier. Donc du coup, je me suis intéressé, moi j'ai une formation d'historien des jardins à l'école d'architecture de Versailles, il y avait un DSS, et je n'étais pas préparé à ça en fait, à comprendre un jardin comme ça, qui n'avait rien de... Si je regardais l'histoire du jardin, la manière, les plans du jardin, on était dans un jardin assez classique, un dessin du 19e siècle, c'est vraiment celui de toutes les maisons de villégiature des environs de Paris, assez classique, avec le temps, là je n'ai pas de plan, mais le temps, des allées qui serpentent à travers les jardins, des plantations irrégulières selon un type de jardinage un peu à l'anglaise, avec la maison posée sur les talus, une belle demeure bourgeoise en pierre meulière. Et c'est à peu près tout, un potager, les desserts, etc. Mais il n'y avait rien de particulier, sauf que, effectivement, l'expérience de ce jardin était une expérience très particulière. Donc je me suis interrogé là-dessus. Qu'est-ce qui fait que ce jardin, pour moi, par exemple, était beaucoup plus intéressant que le parc de Sceaux, grand parc classique à la française, qui n'est même pas à 1 kilomètre de ce jardin.
et où je ne ressentais vraiment pas la même émotion. Et je voyais que toutes les autres personnes avec qui je visitais le jardin éprouvaient la même émotion, en fait. Finalement, c'est ça qu'on cherche dans un jardin, n'est-ce pas? Donc voilà, à quoi ça tient, en fait, en gros. J'ai pensé aux expressions qui nous viennent à l'esprit quand on essaie de définir cette qualité impalpable du lieu. Donc l'esprit du jardin, la poésie du jardin, mais ce sont des expressions un peu vagues. Même le mot poésie, malgré tout, c'est un mot fort, mais c'est un mot tellement usé qu'on ne sait pas comment l'utiliser. Et je pensais au mot allemand Stimmung, très intéressant, qui désigne l'ambiance, l'atmosphère, où il y a une assonance un peu avec le terme Stimme, la voix. Et ça, c'est un jardin dans lequel on avait, ou j'avais le sentiment en tout cas, qu'il y avait presque une voix, comme si un lieu pouvait avoir une voix à lui. Et c'est là, à ce moment-là, que je me suis rappelé de la notion de genius loci, de la notion de génie du lieu, que j'avais appris à l'école en Italie. Donc le mot génie du lieu est utilisé souvent dans les bureaux d'études pour dire, voilà, on va faire du local, on va s'inspirer de l'histoire. Mais en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Ce n'est pas d'ailleurs une notion, c'est une pratique du lieu, on peut dire d'une certaine manière. Parce que les Romains, comme tous les peuples de l'Antiquité, comme les Grecs, pensaient qu'il y avait des esprits qui habitaient des lieux. Ce qui est intéressant dans le genius loci des Romains, c'est que les Romains pensaient que chaque lieu avait son génie tutélaire, son génie particulier, son petit dieu, son petit esprit qui l'habitait, qui était là bien avant donc l'arrivée de l'homme. Et il fallait en tenir compte pour que le projet d'aménagement, d'installation avec lesquels l'homme est arrivé dans un lieu puisse aboutir, il fallait tenir compte de cette présence, de cette préexistence, on peut dire, mais c'était beaucoup plus fort que ça. Donc on ne sait pas du tout comment ça se passait. On sait juste que les Romains pensaient qu'il fallait d'abord interroger l'esprit du lieu, comme ça se passe encore aujourd'hui dans les populations animistes qui survivent dans le monde. Peut-être il fallait regarder le vol des oiseaux, on ne sait pas trop. Ou il fallait peut-être sentir des choses, tout simplement, comme je pense que les bons paysagistes ou les bons jardiniers font, ou comment ils devraient faire. Commencer par ressentir les choses avant d'agir. Et arriver à une sorte de négociation entre l'homme, l'individu qui est arrivé dans le lieu, et le lieu lui-même. Négocier pour que la volonté du lieu et la volonté de l'homme puissent se mélanger, arriver à une sorte de compromis. Et c'était important, parce que c'était la condition sine qua non, sinon le projet n'aboutissait pas, c'était un projet raté. En fait, quand on essaie de traduire tout ça en termes beaucoup plus modernes, à la limite de termes de paysagiste, on comprend très bien ce que ça veut dire. Si un paysagiste ne tient pas compte, ou un architecte, de ce que le lieu contient déjà, de ce qu'il a en lui, de ce qu'il porte en lui comme histoire, mais aussi comme présence des plantes, des animaux, de lumière. Si on ne tient pas compte de ça, très souvent, le projet est mauvais. Et là, on pourrait commencer à faire toute une liste de projets de jardin, et pas seulement de jardin. Et c'est souvent le cas, malheureusement, dans lesquels on n'a pas tenu compte de cette spécificité. Donc c'est intéressant pour ça. La question du génie du lieu m'intéresse depuis pour ça, parce que d'un côté, ça change un peu le rapport que nous avons au lieu, que nous avons au monde, en fait. Ça renverse, en fait, la position de l'homme qui n'est plus, dans ce cas-là, dans cette posture-là, comme maître et possesseur de la nature, selon la célèbre formule de Descartes, qu'on a assez souvent reproché à Descartes. On voit très bien ce que ça a donné en termes de crise écologique et en termes aussi d'aménagement du territoire et des crises du paysage, ou dans l'aiguisement du paysage, carrément, si vous voulez. Cette manière de se placer au-dessus du lieu, de ne pas comprendre le lieu, son histoire et son âme. Donc ça nous pousse, cette question du génie du lieu, à repenser à notre place dans le monde, en fait. Je pense que c'est vraiment un des grands enjeux de notre époque. On ne sait pas trop où on va, mais j'ai l'impression que si on ne remet pas en cause les bases mêmes de notre civilisation, et là c'est vraiment les bases de la civilisation occidentale qui sont remises en cause, ces bases selon lesquelles l'homme est déjà séparé de la nature et au-dessus de la nature, au-dessus de la création. On n'a pas un grand avenir devant nous d'une certaine manière, on n'a pas tellement d'espoir que notre civilisation continue pendant longtemps. On en est tous de plus en plus conscients, malheureusement. Donc voilà, comment une petite notion et comment un petit jardin peut nous apporter des réponses, comme je le disais, et nous faire réfléchir à ce que nous faisons dans le monde, à ce que nous sommes, à notre place dans le monde et à ce que nous cherchons, dans quelle direction nous voulons aller ou dans quelle direction nous pouvons aller. Dans ce cas-là, le jardin devient presque un modèle d'une manière d'habiter le monde. Et puis il y a cette dimension spirituelle quand même, qui est assez intéressante dans la question du génie du lieu. Ressentir la sacralité du lieu qui est très fortement liée, dans le cas d'un jardin comme celui-là, à la présence, à l'intensité de la présence de la nature, des animaux, de plantes, des énergies de la nature.
quand je me retrouvais dans ce jardin tout seul au début à faire mes études, parce que je devais travailler sur l'histoire, mais j'étais le moins souvent possible dans les archives, le plus souvent possible dans les lieux lui-même, mais aussi faire une étude botanique et écologique, et réfléchir, comme je vous disais, à la manière dont on pouvait gérer un jardin comme celui-là. Et je me retrouvais tout seul dans ce jardin foisonnant, au milieu des herbes hautes, de fleurs sauvages. J'avais vraiment le sentiment que j'étais dans une sorte de temple vivant, comme on peut utiliser pour paraphraser Baudelaire. Mais vraiment, c'est quelque chose de l'ordre du ressenti. Et est-ce que tous les beaux jardins ne sont pas, d'une certaine manière, des temples vivants dans lesquels on ressent la présence de la nature comme quelque chose une présence sacrée. Et ça, encore une fois, si je peux faire un petit pas de côté, ça fait partie des enjeux de notre époque. Je pense que l'écologie n'a pas, encore une fois, tellement d'avenir tant qu'on continue à considérer la Terre comme une ressource à notre disposition, tant qu'on ne reconnaît pas vraiment la sacralité de la Terre, la sacralité du monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas incompatible avec la religion, mais ce n'est pas forcément de l'ordre d'une attitude religieuse. C'est vraiment de la reconnaissance du sacré. De la présence du sacré dans le monde. Les jardins nous poussent à la reconnaître, à la ressentir comme quelque chose d'assez évident, quelque chose qui parle de soi. Et voilà, donc c'est quelque chose qui m'a frappé fortement et qui m'a fait réfléchir. Et je me rendais compte que c'était pas moi uniquement, c'était ce que les visiteurs ressentaient dans ce jardin. Au début, en 2003-2004, on a commencé à ouvrir le jardin au public pour des visites guidées encadrées, parce que le jardin n'était pas encore prêt pour recevoir du public. Et c'est moi qui faisais les visites guidées, parce que j'avais travaillé sur l'histoire. Et ça m'intéressait à la fin de la visite de demander aux visiteurs, mais qu'est-ce qui vous a plu? Et pratiquement tout le monde me disait, mais c'est un jardin qui est vraiment, donc il y a une intensité. Tout le monde parlait de cette présence, on sent qu'il y a quelque chose. Enfin, ça ressemble à du mysticisme ou du spiritisme, c'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus terre à terre, c'est de l'ordre de l'expérience, du vécu d'une certaine manière. Et c'était presque une expérience intérieure, presque un petit voyage intérieur, pas uniquement la découverte d'un beau jardin. C'est quelque chose de fort, de profond, un peu comme ça nous arrive quand on lit un beau livre. On a tous des livres qui nous ont presque changés, qui nous ont transformés. Ce jardin m'a transformé moi, mais je ne suis pas le seul. Et je voyais qu'à la fin de chaque visite, pour les visiteurs, c'était ça qui s'était passé, quelque chose qui avait agi vraiment en profondeur. Et il y avait aussi, bien entendu, des gens qui n'aimaient pas ça du tout, qui trouvaient que c'était un jardin assez délirant, très inquiétant. Et ça, je comprenais. Je comprends que l'image de la maison envahie par les rosiers lianes, les chèvrefeuilles, les clématites, les bignonnes, etc. Je comprends très bien que ça puisse être assez inquiétant. Et un jardin dans lequel on a le sentiment que la main de l'homme ne maîtrise plus, je comprends que ça puisse interpeller et inquiéter les esprits les plus cartésiens. Mais bon, l'esprit plus cartésien ne se laissait pas convaincre quand je leur disais qu'il y avait malgré tout du jardinage, qu'il y avait malgré tout une idée derrière, que ce n'était pas du tout un abandon total, l'expérience de l'ordre de la folie. Au contraire, c'était voulu, c'était recherché, c'était pensé. Voilà, donc un jardin comme celui-là nous rappelle que ce qu'on cherche dans un lieu, souvent dans les jardins, et je pense que les jardins sont les lieux les meilleurs pour ça, c'est quelque chose qui a de l'ordre de la beauté, bien sûr, mais d'une beauté mystérieuse, d'une beauté forte, d'une beauté qui nous parle, qui parle à tous nos sens en même temps. Dans ce deuxième petit chapitre, je ne vous parlerai pas d'un jardin en particulier, mais plutôt d'une petite histoire que je vous raconterai, que j'ai découverte. C'est une histoire vraie déjà. On dirait qu'elle est un peu fausse, mais elle est tout à fait vraie. Je l'ai découverte il y a quelques années en regardant un documentaire sur Arte. C'est une histoire qui se passe en Angleterre au début du XXe siècle, en 1917, pour la précision, donc à la fin de la Première Guerre mondiale, dans un petit village qui s'appelle Cottingley, que vous ne connaissez sans doute pas, mais qui est devenu assez célèbre depuis, dans le nord de l'Angleterre. C'est l'histoire qui a comme protagonistes deux jeunes filles, deux petites filles de 14 et 16 ans, deux cousines, Elsie et Frances, qui jouent dans le jardin de l'une d'entre elles, de la famille d'une d'entre elles, Elsie, la plus grande. C'est un grand parc, et les deux filles aimaient bien, comme des deux petites filles, jouer dans les parties les plus abandonnées, les plus ensauvagées, à la lisière du parc, là où le parc perdait son aspect de jardin et qu'il commençait à se mélanger un peu avec la forêt qui l'entourait. Donc un lieu propice aux rêves, un lieu propice à la magie, un lieu propice aux apparitions. Il y avait un petit ruisseau, et depuis Bachelard, on sait que l'eau est favorable à la rêverie, au rêve. Et donc ces deux petites filles racontent à un moment donné qu'elles ont vu dans la lisière du parc des fées, des petites fées ailées, blanches, diaphanes, un peu transparentes.
qui étaient venus jouer avec elle. Donc elles sont rentrées chez elles, elles ont raconté l'histoire à leurs parents, à leur père qui a rigolé, qui a dit voilà, l'histoire des petites filles sans importance, sans intérêt. Mais elles ont pris l'appareil de photo du père, donc ils sont retournés quelques jours plus tard au même endroit, et ils ont pris des photos dans lesquelles on voit ces fées. Et voilà, donc ça c'est une des photos. Il y en a 5, je crois, qui ont été prises à plusieurs moments. Donc ces photos, finalement, les parents n'y croyaient toujours pas, mais ces photos ont commencé à circuler. Peu à peu, on a commencé à en parler. C'est la grande époque de la théosophie. Il y avait des cercles de théosophes en Angleterre, un peu comme en France. On s'intéressait à tout ça, les apparitions. En plus de ça, il faut dire que Cottingley, dans cette partie de l'Angleterre, du nord de l'Angleterre, on était familier avec ces apparitions, avec les elfes, etc. C'était pas juste du folklore. Il y avait des gens qui y croyaient vraiment. Alors voilà la première photo. Donc ils sont retournés, donc un cercle de théosophes à Londres, ils sont allés les voir, ils ont demandé d'autres photos. Donc les deux filles sont retournées faire d'autres photos. Donc les voilà, il y a eu d'autres séries de photos en fait. Et alors il y avait évidemment des gens qui continuaient à dire c'est une farce, c'est un jeu d'enfant. Sauf que il y avait des gens très sérieux qui y croyaient, notamment l'écrivain Conan Doyle, ce qui est assez rigolo parce que Conan Doyle, vous connaissez Sherlock Holmes, son personnage, qui est un homme, un pur esprit cartésien, complètement désincarné, qui travaillait uniquement par déduction, un pur cerveau d'une certaine manière. Mais l'écrivain qu'il avait conçu, Conan Doyle, était théosophe. Et il a écrit une série d'articles sur ces faits, les faits de Cottingley, dans The Strand Magazine, très sérieux, qui s'appelait The Coming of the Fairies, donc le retour des fées. Et en gros, son idée, c'était, ce n'est pas que les fées n'existent pas, c'est que nous ne sommes pas capables de les voir. Nous avons complètement perdu la capacité de voir le magique, tout ce qu'il y a de magique au monde, tout ce qui sort de notre monde trop rationalisé, le monde des enchantés dont parlait Max Weber, en fait. Mais Conan Doyle, il y croyait ferme. Et il y a eu des expertises, évidemment. Donc, ils ont envoyé les photos à la firme américaine Kodak, qui a dit, non, c'est pas un photomontage, c'est vraiment, à l'époque, Photoshop n'existe pas. Donc voilà. Mais l'histoire a continué pendant, de temps en temps, on les oubliait, et puis il y avait des gens qui s'intéressaient à nouveau au fait de Cottingley. On allait revoir ces deux jeunes femmes qui, entre-temps, ont fait leur vie, elles ont grandi. Il y en a une qui est partie aux États-Unis, et il y avait des gens qui disaient, mais bien sûr, c'est une farce, ces femmes, maintenant, c'est pas nos têtes, évidemment, elles essayent d'alimenter le mystère, peut-être elles essayent un jour qu'un producteur d'Hollywood vienne faire un film, etc. Et il y avait l'autre partie de l'Angleterre qui y croyait. Donc en fait, l'histoire a continué jusqu'à très tard. Ces deux jeunes femmes sont devenues des femmes, et puis des femmes plus âgées, et à la fin de leur vie, ont commencé à dire un peu quelques vérités, donc elles ont parlé un peu plus de ce que... Donc il y en a une qui disait, mais en fait, ce qu'on a pris en photo, c'était pas vraiment des faits, c'était plutôt les esprits qu'on imaginait. C'était un peu notre imagination qu'on arrivait à matérialiser, je ne sais pas comment. Et puis, peu à peu, voilà, il y en a une de deux, je ne sais plus laquelle, mais non, je raconte tout ça dans mon livre, mais qui a dit, finalement, voilà, c'était un jeu, on avait découpé des petites silhouettes dans un livre pour les enfants, et on les a pendues, donc c'est pas un photomontage, bien sûr, on les a pendues avec des fils, aux branches, et on les a photographiées. Voilà, donc c'était un jeu, et ils ont dit, on a attendu, on n'avait pas, puis après on a commencé à faire, c'était une plaisanterie, mais après c'est devenu trop grand, on n'avait pas envie de mettre, par exemple, ce pauvre Sir Conan Doyle, qui était très gentil avec nous, de le rendre ridicule aussi aux yeux de l'Angleterre tout entière. Donc on n'a rien dit, et là, évidemment, Conan Doyle était mort. Mais bon. Sauf que, et là, je ne peux qu'admirer l'art des affabulatrices. L'une d'entre elles, je crois, Frances, avant de mourir, a dit, sauf la dernière photo, celle-là, elle était vraie. Donc après, évidemment, elle est partie. Elle nous a laissé avec ce doute. On peut s'interroger sur la véracité de cette photo. En effet, on ne dirait pas que ce sont que c'est du papier. Je ne sais pas. Bon, évidemment, le but n'est pas de dire que le fait existe ou pas. J'en sais rien. Moi, franchement, je ne suis pas cartésien, mais je n'y crois pas trop. Mais ce n'est pas ça le but. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire a été racontée et qu'elle a fasciné les gens, qu'elle a fasciné beaucoup de monde, qu'elle a été conçue dans un jardin, à la lisière du jardin, dans la partie la plus mystérieuse du jardin. Et je pense que les jardins servent à ça aussi. Donc c'est pour ça que cette histoire est assez intéressante pour moi. Je passerai à un autre jardin, donc pour parler encore d'autres choses. Bien sûr, vous avez compris que ce sont des tentatives de réponse toujours à la même question que je vous rappellerai
qu'est-ce qu'on demande au jardin et qu'est-ce que le jardin, quelle place le jardin peut occuper dans notre culture, dans notre société. Donc ça, c'est un petit monde, un monde parfait. C'est le titre que je donnais à mon livre, mais en réalité, c'est un vers de Vitasacul West. Donc je vous parlerai rapidement de ce jardin, parce que je pense que vous le connaissez en plus, enfin, ceux qui connaissent le jardin. Les grands jardins du monde connaissent Sissinghurst, dans le Kent. C'est un des jardins les plus visités au monde. C'est un des jardins malheureusement les plus visités, parce que s'il faut y aller... Moi, la dernière fois que je suis allé, c'était à l'automne. C'était dans la bonne saison. Il y avait moins de monde. Il y avait peut-être un peu plus de laisser aller dans les jardins, parce que j'ai l'impression que le jardin il est un petit peu trop bien entretenu. Il est un petit peu trop léché. Pas seulement pour le goût, mais pour mes goûts, mais pour le goût aussi de Vitasacul West, qui a conçu ce jardin, qui avait peur justement de ça, que le jardin devienne un jour un peu trop astiqué, un peu trop propre. Mais ça reste évidemment un des plus beaux jardins qui soit. Et c'est intéressant aussi parce que je pense que, il me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'aujourd'hui, dans l'art de jardin contemporain, on est encore assez fortement dans ce modèle de jardin un peu anglais, qui vient comme, j'en parlais tout à l'heure, de William Robinson, du Wild Garden, de Gertrude Jekyll. Il n'y a pas beaucoup de bordures mixtes, mais c'est la même manière de travailler un peu en peintre, en fait, de composer le jardin avec une palette de couleurs, de plantes, de textures, de feuillage, de composer. Là, vous avez les célèbres White Garden, c'est un des premiers jardins de couleurs, c'est une expérience de Vitasacul West. C'est un jardin qui est géré par le National Trust, assez bien, évidemment, peut-être encore une fois un petit peu trop bien. Donc voilà, vous voyez Et c'est un jardin dans lequel le rapport avec le paysage est assez fort. Pour Vitasacul West, le paysage qui entoure toujours le jardin assez bien préservé, le paysage du Kent, jouait un rôle très important dans ce dialogue avec le jardin. Quand on monte dans la tour que vous avez vu tout à l'heure, et on regarde d'en haut la composition du jardin, on voit à peu près ça, à peu près. On voit tous les grands paysages dans les environs et on comprend vraiment le rôle qu'il y a entre le dedans et le dehors, et la finesse de cette composition. Souvent, quand on parle de jardin d'artiste, parce que Vitasacul West était écrivain, était poète et romancière, elle avait fait partie du Bloomsbury Group à Londres, elle avait été amie de Virginia Woolf. On parle souvent justement de ces personnages célèbres. Malheureusement, on oublie qu'il y a souvent une autre personne. Là, dans le cas de Sissinghurst, il n'y a pas uniquement Vita, mais il y a aussi son mari Harold Nicholson, qui, là où on le voit très bien en fait, si Vitasacul West s'occupait des plantations, son mari, qui était un esprit un peu plus rigoureux et plus classique, a conçu la structure que vous voyez ici. On le voit surtout dans le vue d'en haut. Mais il y a une structure dans ce jardin qui est assez forte et assez rigoureuse, qui tient le jardin. C'est une des caractéristiques de ce type de jardinage, le mélange entre les formes floues des vivaces, par exemple, et des couleurs, d'ailleurs, dans la fluidité des couleurs, la rigueur des structures géométriques, végétales ou pas. Pourquoi je vous parle de ce jardin qui est assez différent du jardin de l'île Verte, parce que le jardin de l'île Verte revient un peu de ça, mais c'est un peu plus radical, c'est beaucoup plus radical, plus extrémiste presque comme jardin. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est intéressant ce que Vitasacul West dit sur les jardins. Je m'intéresse souvent au jardin des écrivains, parce que ces écrivains souvent ont écrit sur les jardins, donc ils nous ont expliqué comment ils jardinaient, comment ces jardins ont été conçus, et le rapport que ces jardiniers écrivains entretenaient avec le végétal et avec le jardinage et avec leur jardin, avec leur lieu. Et Vitasacul West a écrit 2 grands poèmes qui sont malheureusement assez oubliés. On publie, on traduit, on republie ces romans, mais ces poèmes sont complètement oubliés, ce qui est un peu dommage, parce que même si c'est sûr que ce n'était pas les plus grands poètes du monde, surtout pour nous qui nous intéressons au jardin, sont très intéressants. 2 grands poèmes, donc The Land, donc disons le paysage, la campagne, et The Garden, à 2 moments, dans les années 20 The Land, et puis dans les années 30-40 The Garden. Donc The Land parle de la campagne, de transformation de la campagne, d'ailleurs qu'elle aimait beaucoup. Vitasacul West venait de l'aristocratie terrienne anglaise, donc elle avait un rapport très fort, charnel presque avec la terre, avec le travail des paysans, sans doute un peu paternaliste, mais fort, vivant, et qui était inscrit dans le paysage lui-même, les grands paysages agricoles qu'on a malheureusement en grande partie perdu aujourd'hui. Et Vitasacul West voyait ces changements au moment où l'agriculture était en train de changer. Tout le paysage agricole changeait aussi.
Et puis, donc, dans les années 30, quelques années après être arrivée à Sissinghurst, dans les années 30, avec son mari, donc quand elle commence à aménager le jardin avec son mari, elle commence aussi un poème. En fait, pas vraiment dans les années de Garden, donc le jardin, pas vraiment à la fin des années 30, et précisément en 39. C'est vraiment le début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est à ce moment-là, quelques mois avant le début du conflit, qu'elle commence son poème The Garden. Et c'est un poème très intéressant. J'essaie de le faire publier. Peut-être qu'on y arrivera avec un petit éditeur, Isolato, à le publier en français. Il existe en italien, il existe en d'autres langues. C'est intéressant quand même, parce que Vita Sacra West mélange avec une liberté assez admirable des considérations sur le jardinage, sur ses plantes préférées, sur les plantes qu'elle détestait. Elle était un peu snob, évidemment. Elle détestait par exemple les rhododendrons, qui étaient une sorte de parvenu dans les jardins, un peu vulgaire, un peu trop voyant pour ses goûts. Mais elle était sympathique. Enfin, c'était pas une snob antipathique, c'est une snob sympathique et intelligente surtout, et très compétente. Elle connaissait vraiment bien le jardin et les plantes. Donc les plantes préférées, le jardinage au fil des saisons. Le poème est divisé en 4 parties, les 4 saisons, donc c'est assez classique d'ailleurs. La vie du jardinier, la vie du jardin, les tâches liées aux saisons, la lumière. Elle parle vaguement, très très peu de son jardin, de Sissinghurst, mais on le voit en filigrane. Elle parle très légèrement de l'utilisation des couleurs du White Garden, par exemple. Et ce qui m'intéresse le plus, et c'est là que ça devient vraiment très intéressant pour notre discussion, c'est la place que ce jardin occupe dans sa vie à elle et dans cette époque qu'elle est en train de traverser. D'ailleurs, elle commence son poème en disant qu'elle écrit au moment où la guerre commence. Elle dit, voilà, avec audace, je parlerai de jardin en temps de guerre. Pourquoi parler de jardin en temps de guerre? En fait, il y a d'autres soucis à ce moment-là. Au début de la guerre, la première partie de la guerre, vous vous en souvenez, a été très difficile pour l'Angleterre. C'est le moment de la bataille d'Angleterre, avec les bombardiers allemands qui arrivaient presque tous les soirs, qui passaient au-dessus, d'ailleurs, du Kent, de Sissinghurst, donc Vita Sacra West, vous voyez les lumières. Le jardin était dans le noir, bien sûr, tout était dans le noir, la nuit. Et elle voyait les bombardiers qui allaient vers Londres, lâcher les bombes, et vous savez comment ça s'est passé. Donc parler de jardin à ce moment-là, faire un jardin à ce moment-là, c'était quand même presque audacieux, d'une certaine manière. Pourquoi faire ça? C'est quelque chose d'aussi futile, d'aussi inessentiel qu'un jardin. D'ailleurs, une partie du jardin de Sissinghurst était consacrée, était devenu un énorme potager pour l'effort de guerre, bien sûr, comme beaucoup de jardins à l'époque. Ses 2 enfants étaient sur le front, un en Italie, un en Afrique. Son mari passait tout son temps à Londres, au ministère de la Guerre. Elle était toute seule dans ce jardin, et la nuit, elle voyait. Un jour, il y a une bombe qui est tombée pas très loin du château de Sissinghurst. Voilà, donc pourquoi faire un jardin en une époque aussi difficile, aussi peu favorable à quelque chose comme un beau parterre de roses, par exemple? Est-ce que ce n'est pas absurde? Est-ce que ce n'est pas ridicule? Et Vita Sacra West, à un moment donné, elle explique comment elle voit les choses, et je partage parfaitement son point de vue. Elle dit d'abord, juste avant, elle dit qu'est-ce qu'un jardin? Elle dit c'est un petit monde, un monde parfait, une petite chouette qui voit dans les ténèbres. Malgré la nuit, voilà, il y a un petit espace de lumière qui permet de voir malgré la lumière, malgré l'obscurité qui avance, avec la catastrophe qui semble imminente. Et elle dit, voilà, un jardin, ça sert à ça, effectivement. Ça sert à maintenir, d'une certaine manière, je traduis ce qu'elle dit, en plus c'est rapide, c'est de la poésie, à maintenir un espace de civilisation, d'une certaine manière, au milieu de la barbarie, au milieu de la décadence, et maintenir un espoir, malgré tout, contre toute attente, voilà, malgré tout, même si c'est absurde, même si c'est déraisonnable. Voilà, ça c'est évidemment un moment dramatique de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais je pense que ça nous parle aujourd'hui encore, parce que nous sommes dans une époque où nous ne sommes pas en guerre, mais une époque difficile. Encore aujourd'hui, on peut se demander pourquoi faire des jardins. Et on me le demande parfois quand je parle de jardin, avec tout ce qui se passe, avec la grande crise écologique qui nous attend, enfin, dont on voit qu'on est déjà dedans. Pourquoi continuer à planter des roses et à soigner des rosiers, à enlever les pucerons, etc. Mais ça sert à ça, à maintenir quelque chose de vivant en nous, même si ça paraît absolument déraisonnable. Rester fidèle au jardin, ça permet de rester fidèle à quelque chose, à des valeurs que le jardin incarne, de beauté, mais aussi de civilisation dans le sens haut du terme, dans le sens noble du terme, quelque chose à opposer donc à la barbarie, à la décadence. Voilà une tentative de réponse. Voilà comment un jardin peut nous parler aujourd'hui. Voilà, ça c'est encore une image, ça c'est la partie que je peux faire dans le jardin de Sissinghurst.
Je vous ai parlé des génies du lieu tout à l'heure. Là, je crois que Vita Sacra West, elle en parle un peu dans son poème, sur un ton amusé, de ces petits dieux des jardins. Et là, c'est une statue de Dionysos qui est au bout d'un tunnel de noisetiers, avec ce tapis de plantes sauvages, de fougères, une autre saison, et cette statue au fond. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire cette image, à la comprendre. Je l'ai utilisée dans mon livre, l'éditeur n'était pas content parce qu'on ne comprend rien en cette image, c'est un flou. Et moi, je trouve que c'était ça l'intérêt, d'arriver à voir au milieu de formes, de feuillages, de noisetiers, de fougères, la statue de Dionysos, un peu qu'on voit pas. Bon, bref. Et voilà, Vita, vous la voyez, donc voilà, c'est le portrait parfait de la jardinière anglaise, aristocratique, parfaitement habillée, avec sa cigarette, son chien de race, ses bottes, mais avec un outil qui est, je sais pas, une bêche, un râteau, je sais pas. Elle y tenait quand même, elle tenait à dire que c'était pas une jardinière aristocratique. Elle avait une rubrique dans je ne sais plus quel magazine anglais très important, sur les jardins, sur les plantes. Et une fois, il y a un texte assez rigolo, elle répond à un lecteur qui lui avait écrit une lettre en disant, enfin, qu'est-ce que vous savez du jardinage? Vous êtes une riche propriétaire anglaise, vous avez votre beau jardin de Sissinghurst, vous ne touchez jamais la terre. Elle disait, venez voir mes mains, comme elles sont abîmées par le travail avec la terre. Elle n'avait pas de gants, elle n'avait pas envie d'avoir des gants. Voilà. Elle y tenait à dire qu'elle était vraiment une jardinière. Je comprends parfaitement. Je la comprends parfaitement. Dans cette image, on la voit avec Virginia Woolf, elle est un peu floue, je suis désolé. Et là, vous voyez cette jolie image du bureau de Vita Sacra West, donc dans la tour de Sissinghurst, du château de Sissinghurst. Il y a deux tours, la tour de Vita Sacra West et la tour de son mari. Ça, c'était son bureau, elle était encore là, c'est pas une mise en scène pour les touristes, hein, c'était vraiment le bureau. Là, je vous parlerai dans le prochain jardin de ce lien très fort entre l'écriture et le jardinage. Le dernier jardin dont je vous parlerai, c'est un jardin qui est presque de la même époque, qui était commencé un peu plus tôt que Sissinghurst, fait par un autre écrivain très différent de Vita Sacra West, mais le jardin aussi est complètement différent de Vita Sacra West. Je parle du jardin d'Hermanès en Suisse. C'est un jardin paysan. Hermanès le définit comme un jardin primitif. Alors qu'évidemment, vous avez vu à quel point le jardin de Sissinghurst est un jardin très aristocratique. Donc j'ai intitulé ce chapitre « Ermitage », donc le jardin comme lieu d'ermitage. On va voir comme le jardin est un lieu d'ermitage, mais d'une façon assez singulière, assez complexe et assez riche. Donc Hermanès, vous le connaissez tous, surtout les gens qui ont un certain âge. À un moment donné, il fallait lire Hermanès. Dans les années 60-70, c'était l'écrivain que tout le monde devait avoir lu, Siddhartha, les jeux de perles de verre, etc. Moi, j'ai découvert il y a quelques années, je ne savais pas qu'il avait un jardin, et que ce jardin a beaucoup compté pour lui. Dans son œuvre, dans son écriture, à la fin de sa vie, non pas seulement, tout au long de sa vie, en fait, et dans sa vie, dans l'écriture et dans son existence, parce qu'il consacrait beaucoup de temps au jardinage. En fait, Hermanès a jardiné depuis le temps qu'il a passé beaucoup de temps en Suisse. À chaque fois qu'il habitait dans une maison en Suisse, presque à chaque fois, il a changé beaucoup de maisons, beaucoup de lieux, il y avait un jardin, plus ou moins grand, et il en parle beaucoup. Donc il y a un recueil de textes sur les jardins qui a été publié en français, donc lettres, poèmes. Donc on voit à quel point le jardin et le jardinage, j'insiste, est très, très important. Comme Vita Sacra West, il mettait les mains dans la terre. Hein, c'est vraiment un jardinier. Mais vous voyez que le jardin, voilà, c'est un jardin, comme je vous disais, un jardin paysan, un jardin très très simple. Et c'était son jardin lui, le seul jardin qui a appartenu à Hermanès. Il est arrivé en 1932 grâce à un ami qui lui a donné l'argent pour se faire un jardin à lui. Il habitait depuis déjà un petit moment dans les Tessins, donc la partie italienne de la Suisse, pas loin du lac de Côme, en face du lac de Lugano, pas loin de la ville de Lugano. Et il habitait déjà à Montagnola, donc le petit village. Et enfin, il peut faire son jardin. Il achète un terrain, une terrasse où il y avait des vignes. Il y a un climat assez déjà méditerranéen là-bas, grâce à l'influence du lac. Et il se fait faire cette maison que vous voyez. Donc c'est une maison tout à fait simple, assez basique, pas forcément d'une grande beauté, rouge. Donc il appelle la Casa Rossa, donc la maison rouge. Et il passe ici, donc, avec sa femme Nino. On le voit dans cette magnifique photo
qui datent évidemment, je ne connais pas la date exacte, mais ça fait quelques années qu'ils sont là, visiblement. Mais là, on a le sentiment qu'ils arrivent dans leur monde, dans leur petit monde parfait qui est devenu ce jardin dans les 20 dernières années de la vie de Hermanès et de sa femme. Entre parenthèses, sa femme Ninon, il faut le dire à chaque fois, parce que souvent on oublie le conjoint dans ces histoires des jardins. Quand on parle de la vallée aux loups de Châteaubriand, on oublie tout le temps qu'il y a sa femme Céleste qui a contribué d'une façon très importante à l'aménagement de la vallée aux loups. Donc là aussi il y a sa femme. Sauf que Hermanès il est un peu plus gentleman que Chateaubriand, parce que ici il parle beaucoup de sa femme, et du fait que sa femme jardinait peut-être même plus que lui. Et là aussi, il y avait un partage de tâches. Là où l'on a vu Vita Saculhues et son mari, Vita Saculhues s'occuper des plantations et son mari de la structure du jardin, de la taille, des haies. Là, Hermanès et Ninon se partageaient les choses différemment. Sa femme s'occupait plutôt du potager et lui plutôt étrangement de fleurs d'ornement. En général, c'est l'inverse. Mais bon, là, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc là, on le voit, par exemple, dans cette image, on voit Hermanès qui désherbe sa plate-bande, qui n'a rien du raffinement, évidemment, de Sissinghurst, mais qui est tout à fait charmante, je trouve. Surtout parce qu'il y a Hermanès, bien entendu. Et Hermanès vit ici une sorte d'apaisement, il trouve du calme enfin dans sa vie. Il trouve un lieu de calme, une maison, un lieu à lui, évidemment, mais surtout un chez-soi, chez lui. Un lieu dans lequel il pouvait se sentir enfin chez lui, grâce, je pense, notamment au jardinage, à cet équilibre qu'il trouve entre l'écriture. Il écrit l'après-midi dans son bureau, je vais vous montrer une image du bureau, je crois, et le matin, il raconte qu'il jardine. L'écriture et le jardinage, tous les deux, ils se balancent. Et il trouve un centre, d'une certaine manière, dans sa vie. Si vous connaissez un peu ses écrits, ou sa vie, ou sa biographie, vous savez qu'il a passé sa vie dans une espèce d'errance permanente. Il est sentimental, déjà, parce qu'il a divorcé 3 fois, enfin, il a été marié 3 fois, pardon. La dernière fois, c'est donc avec Ninon, et c'était la bonne. Et sinon, vous savez qu'il était parti en Orient, il était toujours à la recherche de quelque chose, pas seulement d'un dépaysement. Le voyage en Orient était dicté par son besoin de trouver dans les philosophies orientales, dans l'hindouisme, dans le taoïsme, dans le bouddhisme, quelque chose qui donne un sens à sa vie, à son sentiment du sacré, mais aussi qui donne des réponses au sentiment de l'absurdité de l'existence et de l'histoire, de l'homme dans l'histoire. Il l'a jamais trouvé. Et c'était quelqu'un de très inquiet, en fait. Son caractère était comme ça. On ne va pas rentrer dans sa biographie. Mais enfin, à la Casa Rossa, il trouve un lieu dans lequel, voilà, il est chez lui. Et il en parle très bien dans un très long poème qu'il écrit dans les années 30, quelques années après être arrivé ici, donc, qui s'appelle « Heures passées au jardin », très très beau, qui ressemble d'ailleurs un peu au poème de Vita Saculhues. Le style est beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus simple, comme son jardin, plus direct, il parle directement au lecteur, et il mélange de conseils de jardinage, c'est assez drôle d'ailleurs, il dit comment il faut mettre les tuteurs, voilà, cette image assez très belle d'ailleurs de Hermanès qui est en train d'attacher un tuteur à un bâton, un plant de tomates. Il donne des conseils sur comment tutorer les tomates, par exemple. Et puis, il raconte un peu sa vie au jardin, tout seul, quand il est avec sa femme, quand il est tout seul. Mais il parle aussi, comme Vita Saculhues, aussi du sens que le jardin et le jardinage ont à ses yeux. Comment il le vit déjà, et puis le sens qu'il prend le lieu lui-même, par rapport à son écriture, par rapport à lui, par rapport à sa vie. Il dit que le jardin, c'est effectivement une sorte d'ermitage parfait. Il trouve il y a une mise à distance possible avec le monde, avec l'histoire qu'il avait toujours tourmentée, en fait. Il avait vécu la Première Guerre mondiale comme un grand traumatisme, même s'il n'a pas été soldat. Mais enfin, il a beaucoup écrit à ce sujet. Le jardin est un lieu dans lequel on peut faire un pas de côté et regarder tout ça de loin. Il dit, autrefois, on regardait tout ça, ce geste de cette mise à distance du monde, comme le geste du saint, de l'ermite, en fait, qui s'éloignait pour accéder à une réalité plus haute, renoncer au monde d'une certaine manière pour accéder à une vision du monde plus grande, plus forte, plus profonde, plus réelle, au-delà des illusions de la vie sociale, de l'histoire. Mais ce n'est pas tout, en fait. En réalité, cet ermitage, ce lieu clos, on sait que le jardin est un lieu clos, on sait que l'étymologie de jardin indique, donc, la plupart des langues en Occident en tout cas, et depuis le premier jardin, le paradeisos, enfin le pairidaisa de persan, que les Grecs ont traduit paradeisos, indique étymologiquement un lieu clos, un lieu fermé, séparé, bien nettement séparé du territoire qui l'environne.
Donc dans ces lieux d'ermitage, dans ces lieux clos, en réalité, il y a des liens avec le paysage qui l'entoure. Pas seulement un lien paysager, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à, voilà, de dialogue paysager entre le dedans et le dehors. Mais c'est plus profond, plus fort que ça. En réalité, cet ermitage sur les montagnes, sur les Alpes, permettait à Hermanès de rester vivant, de rester en vie, de mettre cette distance salutaire avec le monde, mais sans jamais oublier le monde. On sait que, par exemple, dans les années 30, quand il arrive à la Casa Rossa, vous savez ce qui se passe en Allemagne, en fait, et pour les intellectuels, les écrivains, dont certains sont des amis de Hermanès, la vie devient très difficile. Donc il commence à quitter l'Allemagne, à partir vers la France, l'Angleterre, les États-Unis. Et la Casa Rossa, donc en Suisse, devient une sorte de halte pour beaucoup d'entre eux, dans lequel ils trouvent chez Hermanès et sa femme de l'assistance économique, de l'assistance financière, un lieu dans lequel ils pouvaient se reposer quand même, vivre une hâte un peu dont ils avaient besoin, dans cette angoisse de la fuite, de l'angoisse de l'exil, de l'inconnu qui les attendait, de l'amitié, et dans ce jardin. Donc Thomas Mann, par exemple, dans son journal, parle des journées qu'il passe chez son ami Hermanès à Montagnola. Il raconte, il parle du jardin, des conversations qu'il avait avec Hermanès dans les jardins de Montagnola, donc ce jardin que vous voyez ici, et du jardinage de Hermanès, jardinier, etc. Et il dit qu'effectivement, ces conversations, il arrivait dans ce moment, grâce aussi à la position de ces jardins, qui est une sorte de grande terrasse sous la Suisse, sous l'Europe, à sentir qu'il y avait la distance nécessaire pour sentir un peu moins fortement l'angoisse de ce qu'il est en train de vivre. Et puis ces conversations civilisées de littérature, de poésie, d'art. Mais donc Hermanès était fortement impliqué dans son époque. C'est ça que j'essaie de vous dire. Son médecin a écrit quelques années après sa mort que dans les années 30 et dans les années 40, pendant la guerre, le jardin de la Casa Rossa était vraiment un havre de paix, un phare dans la nuit. On retrouve un peu les mêmes images que j'ai du jardin de Vitasaculhues. La chèvre qui arrive à voir, malgré l'obscurité, dans la nuit la plus noire. Donc voilà, le dedans et le dehors ne sont pas, même dans un ermitage, sont toujours fortement connectés. Même si le jardin est un paradis clos, fermé, vis-à-vis du monde, parce qu'on a souvent besoin de ça, de mettre de la distance, de s'enfermer, de tourner le dos au monde, en fait. Malgré tout, voilà, il y a toujours ce besoin d'ouverture, de liens qui se font, qu'on le veuille ou non. On l'a vu chez Vitasaculhues, et on le voit encore une fois ici. Ici, on voit Hermanès qui est en train de faire de feu. C'est très beau ce qu'il raconte sur les feux. Il aimait bien faire les feux, un peu comme un enfant. Il le raconte dans son poème Heures passées au jardin. Il faisait des feux comme tout bon jardinier, même si c'est interdit aujourd'hui en tout cas, pour brûler les déchets verts et puis utiliser les cendres pour nourrir les rosiers. Il les mettait au pied des rosiers. Tout ça, ça avait un sens comme geste des jardiniers. Ça avait un sens même plus profond, comme un rite presque sacré. Ça, si vous avez fait des feux, et j'imagine que vous en avez fait dans votre enfance, c'est ce qu'on ressent, en fait. C'est pour ça qu'il nous fascine autant, le feu. Faire un feu, c'est quelque chose qui est vraiment un geste de l'ordre du magique, du sacré, en fait. Et puis cette transformation de la matière, les déchets verts, donc, comme on les appelle aujourd'hui, c'est pas très poétique, enfin, les plantes mortes, les feuilles mortes, qui deviennent de cendres, qui rentrent à nouveau dans le cycle de la vie. C'est une sorte d'image de la vie qui se poursuit, du flux de vie. C'est une image très taoïste, et Hermanès était très sensible au taoïsme. Ce flux de vie ininterrompu, d'une certaine manière, qui n'a pas de but, qui n'a pas de fin, dans lesquels on rentre, dans lesquels le jardinier rentre à travers ces gestes très simples, mais qui sont très chargés, en fait, d'un pouvoir presque magique. Ici, on le voit en train de dessiner. Il dessinait beaucoup. Ici, on le voit, c'est la dernière chose que je voulais vous dire à propos de ce jardin. Ici, on le voit dans le paysage du Tessin. Je vous ai parlé, donc il y a le lac du Tessin, vous le voyez à peu près. Là, c'est une image assez idyllique avec des fruitiers. Là, c'est une image un petit peu moins idyllique. On voit que le paysage du Tessin est en train de changer. Dans les années 50, la Deuxième Guerre mondiale, le paysage du Tessin n'est plus ce beau monde agricole qui avait tant charmé Hermanès et qui lui avait offert un lieu, qui lui avait offert une maison dans laquelle lui, tout en restant bien sûr un écrivain, tout en restant un étranger, avait trouvé sa petite place dans ce monde paysan du Tessin qu'il aimait beaucoup. Il a écrit des pages absolument admirables là-dessus, sur ce sujet. Donc ce paysage commence à changer, je vous disais. Et c'était un sujet d'inquiétude pour Hermanès. Il a beaucoup écrit là-dessus.
sur le fait que le monde agricole, ce beau paysage campagnard, en fait, disparaissait à cause de changements qui intervenaient essentiellement dans le monde de l'agriculture. Donc la fin de l'agriculture traditionnelle, la fin du monde paysan, l'apparition, au début discrète, de plus en plus envahissante, de maisons, de petites maisons sans caractère, qui n'avaient aucun rapport avec le paysage, des maisons de villégiature, des gens de Lugano, de Milan, etc. d'ailleurs. Le paysage perd son âme. Et ce n'est pas juste une question esthétique, le beau pittoresque qui s'en va, hélas. Non, c'est pas ça, c'est plus profond. C'est l'âme du paysage qui s'en va. Et pour Hermanès, le mot âme du paysage n'est pas un vain mot, un mot en l'air. C'est encore une fois les génies du lieu, même s'il n'utilise jamais cette expression-là. C'est la voix du lieu lui-même, cette singularité, cette identité du lieu dont les hommes ont besoin pour habiter dans un monde qui fait sens. Voilà, donc ça c'est effectivement un thème très fort que Hermanès vit un peu comme presque à la même époque. Pier Paolo Pasolini en Italie parlait de cette transformation du paysage italien avec les booms économiques comme presque d'un génocide. Il n'y avait pas de mort, c'était pas la guerre, mais il y avait quelque chose qui mourait et qui était irremplaçable. Comment retrouver un paysage une fois qu'on l'a balayé en quelques années d'ailleurs? Et ça c'est quelque chose qu'on connaît un peu partout dans le monde occidental. Alors, la question qu'il se pose et qui me semble très intéressante, c'est encore une fois pourquoi faire des jardins. Et la question, il se la pose aussi, Hermanès, par rapport à la littérature. Il se la pose d'ailleurs surtout par rapport à la littérature. Pourquoi faire de livres? Pourquoi faire de la poésie dans notre époque? Quelle, finalement, la littérature, la vraie littérature, on peut dire, a si peu de place, dans lesquelles le livre est devenu une marchandise comme les autres, comme l'art est devenu une marchandise comme les autres. Et il dit, il y a tellement de menaces qui pèsent sur l'individu aujourd'hui, les idéologies, le communisme, le fascisme, mais le capitalisme qu'on connaît, livré à lui-même, la marchandisation du monde, la transformation de la beauté en marchandise, comme je vous le disais. Là aussi, je traduis un peu, mais c'est vraiment pas tant que ça. Je ne trahis pas, en tout cas, la pensée d'Hermanès. Ça a du sens de continuer à faire des jardins. De s'occuper des jardins, de produire de légumes, de soigner les roses, de créer des lieux, des petits espaces de beauté, parce que ça permet, et ça c'est presque mot à mot, de garder vivant un marge d'humanité qui persiste en nous, qui continue. Ça permet de le garder vivant, de le soutenir. Et je crois que nous en avons tous besoin, à une époque où les non-lieux remplacent les lieux. On connaît maintenant, l'anthropologue Marc Auger nous a parlé des non-lieux. Ces espaces qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas d'identité, qui sont faits pour être traversés, pour être consommés, pour être utilisés, avec lesquels on ne peut pas s'identifier. Il me semble que ce ne sont pas des espaces vivables. Et nous avons besoin de lieux. Et les jardins restent, tous les jardins d'ailleurs, même les plus ratés, sont malgré tout des lieux, justement parce qu'ils arrivent, il me semble, à incarner toujours quelque chose. Sauf à la limite, mais il y a encore, je n'en suis pas sûr, ce qu'on appelle les espaces verts des municipalités, là, je sais pas, un espace canin conçu pour qu'on puisse promener notre chien, pour qu'il puisse pisser. Je pense qu'un jardin, à cause de la présence des plantes et du vivant, arrive toujours à incarner quelque chose de fort et à nous parler. Peut-être pas les espaces, mais enfin les espaces verts, mais les jardins, voilà. Donc ça vaut le coup de continuer à faire des jardins, et c'est presque à ce moment-là un acte de résistance humaine, presque un acte politique, si on peut utiliser ce terme dans le sens le plus noble, dans un sens platonicien de certaine manière, pas dans le sens qu'on utilise quand on parle de la politique aujourd'hui, de la politique. Voilà pourquoi, voilà encore une fois, quel rôle on peut attribuer à un jardin, quel genre de réponse un jardin peut porter à notre époque, et pas uniquement au jardinier d'ailleurs. Et je voudrais juste terminer pour parler non pas tellement de mon jardin, mais de l'endroit où j'ai fini par faire mon jardin, par mon dernier jardin, qui est dans un lieu qui n'est pas tout à fait favorable à la beauté du paysage. C'est la Seine-et-Marne, que vous connaissez peut-être, la Brie. Je suis un peu à la limite entre la Seine-et-Marne et la Champagne. Voilà, c'est une image un peu dure, en plus je l'ai mise en noir et blanc un peu exprès, parce que le paysage de la Brie, c'est souvent ça. C'est typiquement un paysage qui a été dévitalisé. Les quelques paysans qui restent, il n'y en a plus tellement, mais enfin, parlent d'une terre morte, c'est-à-dire d'une terre qui ne peut plus produire toute seule. Le paysagiste Gilles Clément utilise la même expression, parce que c'est une terre qui a besoin d'un tronc chimique pour pouvoir continuer à produire. Et c'est un paysage, champs de blé, de betteraves, qui donne un sentiment de mort, et que je traverse en voiture quand je vais de la gare à mon chez moi. Une fois, donc, j'étais
c'était le mois d'août, sur la lumière éteinte, plombante du mois d'août, qu'on connaît dans un paysage comme ça, et là, j'avais vraiment le sentiment de traverser un désert en voiture. Et c'est un désert, d'une certaine manière, un désert humain. Les quelques villages qui restent sont complètement inanimés, il n'y a rien qui se passe, enfin, c'est assez terrible en fait. Et j'ai pensé à un autre désert que j'avais visité quelques années plus tôt, dans le Chili, dans le désert de l'Atacama, que vous connaissez peut-être. C'est un des plus beaux déserts, c'est un endroit absolument magnifique, le désert le plus sec au monde, il pleut pratiquement jamais à l'Atacama. Et quand je me promenais dans ce désert, j'ai vu qu'il y avait un panneau qui indiquait une oasis. Une oasis qui, maintenant, d'après ce qu'on m'a dit, il est beaucoup plus fréquentée qu'elle ne l'était quand je l'ai visitée. C'était absolument magnifique, en fait. Le désert est très beau, c'est pas le désert de la Seine-et-Marne. Mais bon, dans la voiture, je me rappelle que je conduisais dans la chaleur accablante du désert, dans les salars, enfin vraiment des lieux qui ne sont pas propices à la vie. J'ai vu ce panneau, donc il y avait effectivement cette oasis qu'on pouvait visiter. Il y avait un jeune guide indien qui faisait visiter le jardin. Il y a un petit cours d'eau qui apporte l'eau des Indes, qui met tout de suite une fraîcheur, donc ça change au niveau de la température dès qu'on sort de la voiture. On est dans un monde très agréable, dans lequel on est content, on s'y tient bien, on est content parce qu'il fait frais, parce que tout d'un coup il y a plein de plantes et d'animaux. Parce qu'on voit, si on traverse ce ruisseau des jardiniers qui travaillent dans des petits lopins, dans des jardins potagers, dans des vergers absolument magnifiques, très simples, qui auraient plu à Hermanès, très, très joliment aménagés, en plus avec des rosiers qui poussent dans les arbres. Mais on y cultive évidemment depuis des siècles, en fait, depuis bien avant l'arrivée des Espagnols. Voilà une image du désert avec l'oasis au milieu. C'est une expérience absolument magnifique. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais bon, on sait ce que c'est qu'une oasis. Et on le sent vraiment physiquement. Je répète ce que c'est qu'une oasis. Donc voilà, je pensais à ça. Je pensais au jardin comme oasis, en fait. Parce que dans un paysage comme l'Abri, le jardin, les quelques jardins il y a des jardins, sont toujours des oasis qu'on découvre toujours avec joie. Je pensais effectivement au jardin. Le jardin, c'est ça depuis toujours, en fait. Je vous ai parlé du païridaisa des Persans, traduit par les Grecs comme paradaisos, quand ils ont adapté le terme. Ils ont créé ces mots qui nous parlent beaucoup, évidemment, le paradaisos. On sait ce que c'est qu'un paradis. Mais évidemment, un paradis perdu et retrouvé, ça va de soi. Un petit enclos, encore une fois, isolé, séparé du territoire qui l'entoure, et qui nous offre quand même des lieux qui sont des lieux propices à la vie, des lieux qui sont faits pour la vie. Donc, je me rappelle que c'est ce jeune guide indien qui faisait visiter l'oasis nous parlait de ça, nous parlait du fait que de la manière très intelligente avec laquelle on utilisait de l'eau, parce qu'il y en avait beaucoup, mais on savait à quel point l'eau était précieuse. Donc il me semble que c'est un modèle écologique dans le vrai sens du terme, un vrai sens fort du terme. Encore une fois, parce que ce n'est pas uniquement l'utilisation de ressources, mais parce que tout ça, un jardin comme celui-là, comme cette oasis, vient du besoin, du désir de créer des lieux faits pour les hommes, à partir de la beauté. Des lieux pas uniquement habitables et vivables parce qu'il fait bon, parce qu'il fait frais, mais parce que c'est des lieux dans lesquels on retrouve une place dans le monde, un lien avec le monde, on retrouve une place dans le cosmos. Et c'est de ça, je pense, qu'on a besoin plus que de toute autre chose aujourd'hui, dans notre époque. Et encore une fois, je répète, le jardin peut apporter quelques réponses. Je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention.